Le thème de la soirée, c'est la vie en montagne. On a mis quelquefois, alors on avait mis quel prix à payer, enfin. Alors, Jean-Christophe et Véronique, vous présentez peut-être. S'il te plaît, juste avant la présentation, Oui, le maire vous a accueilli donc, tout à l'heure, parce que vous êtes président. Moi, je vais vous accueillir en vous souhaitant la bienvenue aux Abrets. Ça va pas être merci. Je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié, si j'ai accepté, je le dis Xavier, collègue, c'est parce que il y avait, ça fait partie parmi les candidats, vous avez été les seuls à proposer, indépendamment de la visite de courtoisie qui se fait à ce moment-là, déjà que ces élections se passent dans un climat un peu particulier, rapide, pas de... La loi, il en a encore été question ce matin à l'Assemblée, sur les compétences du département. Donc c'est vrai qu'on va élire des personnes où on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Donc c'est vrai, on a l'impression, là, les citoyens, d'être pris... c'est pas bien, quoi. Et au moins qu'on ait un petit débat, et vous êtes les seuls candidats à offrir un débat. Alors, écoutez, soyons clairs, au lieu de voir des présentations, donc moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis c'est le fait aussi, deuxième fait, bon, alors c'est plutôt personnel, avec la modeste expérience, c'est pas politique, si politique dans la mesure où on est au service des autres, qu'on a une responsabilité, c'est de voir qu'il y en a marre, quoi. Il y a les élus de droite et gauche ne voient plus. 50% de subvention, c'est ce qui nous manque. 50% d'abstention lorsque, à la dernière élection du Loup, et vous allez voir là. Donc ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre pays, là. De ne pas avoir, de ne pas voter. Mais on est où, là ? On est où ? Donc, c'est très choquant. Et à qui la faute ? Pas la peine d'écouter la radio ou la télé tous les soirs. À qui la faute ? C'est les politiques. Moi, je le dis très directement, parce qu'à partir du moment, il faut savoir ce que l'on fait et comment on le fait pour que... Bonsoir. Pour qu'on puisse changer les choses. C'est tout. Voilà. Alors, c'était les deux bonnes motivations qui me permettent de vous accueillir avec grande satisfaction. Voilà. Alors, moi, je suis Véronique Fernandez, je suis la partie féminine de la candidature. Et non. Et justement, c'est bien ce problème de la défiance qui caractérise notre relation aux politiques. Ça devrait être un joli mot politique, c'est l'affaire de la cité, c'est s'occuper de nos oignons. Et c'est devenu un vilain mot, c'est tout juste si c'est pas une insulte. Si, parfois même, c'est une insulte. Et c'est ça qui fait que moi, en ayant suivi les aventures du Rassemblement citoyen, j'ai décidé de présenter ma candidature. Et c'est pas bien que je n'ai pas d'expérience, c'est car je n'ai pas d'expérience. C'est-à-dire que on prétend être des amateurs éclairés et surtout jamais devenir des professionnels de la politique. Et je pense que c'est, indépendamment du sujet, là, je suis hors sujet, mais c'est bien le sujet principal parce que dans tous les coins de notre territoire, si on a de la défiance, on ne peut plus fonctionner. Et c'est vrai quel dommage de jeter aux orties cette rivière de diamants que nous ont donné nos ancêtres avec la démocratie. On s'en fout, c'est vraiment triste, mais ça se comprend. Moi, c'est les mêmes prémices qui amènent les gens à être découragés, qui m'ont amené à me dire, tant pis, allez, relevons le gant, quoi. La prochaine fois, ça sera un de vous qui sera le candidat, mais il faut y aller, il faut s'y mettre. Et c'est... Alors, Véronique est modeste parce qu'elle a quand même des expériences militantes à son échelle. Et je suis allée la semaine dernière. Voilà. Ah oui, je l'avoue. Voilà. On reviendra peut-être dessus, mais bon, tu as des actions locales en fait, qui ont construit ton engagement. Alors, Jean-Christophe. Donc, je viens de Pontcharrat, j'habite le territoire depuis une dizaine d'années. Et en fait, je suis investi dans les comités locaux d'installation au titre de l'association Terre de Liens qui fait de l'achat de fermes, de l'achat collectif en fait, avec des citoyens en fait, pour pouvoir installer des jeunes agriculteurs, enfin jeunes et moins jeunes, des fois en reconversion, souvent on en voit beaucoup, et qui sont surtout hors cadre familial,
C'est surtout pour cela que l'accès à la terre est plus difficile. Même des fois dans le cadre familial, des fois il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Mais voilà. Et en fait, j'ai rejoint le Rassemblement citoyen parce qu'il a ouvert son programme. Finalement, il a proposé à tout le monde de participer à cette dynamique. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça louable de la part des partis de ne pas arriver avec un programme clé en main, mais il y a vraiment eu des ateliers où tout le monde a pu dire quels étaient ses souhaits. Voilà. On est passé par un moment avec un rapport entre toutes les réunions du département, avec un rapport peut-être de 80 pages, c'est ça de toutes les prises de notes qui avaient été faites. Et une grosse synthèse. Voilà. Enfin, il y a eu vraiment une démarche participative, quoi, et c'est ça qui m'a intéressé. Voilà. Alors Jean-Christophe et Véronique sont les titulaires en fait dans le Haut-Grésivaudan, et dans la salle il y a Alain qui est un des suppléants, et l'autre suppléante est Cécile Bachelot qui n'a pas pu être là ce soir, qui est impliquée dans le secteur médical et qui a des contraintes. Mais Alain, peut-être que tu peux te présenter. Moi, la démarche est pareille. Alors, on est différents partis. Donc, en fait, le principe, c'est aussi de regrouper différentes sensibilités. La démarche, c'est aussi de dire, c'est la première fois que je m'engage. J'ai jamais fait de militantisme, j'ai jamais fait d'action. Ce que je fais, c'est que je participe aux activités de mon village, dans les activités sportives, les activités d'animation. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai peut-être l'occasion de proposer autre chose que de la politique dirigée par des organismes nationaux qui déploient des candidats, et de dire, oui, il faut des gens qui s'occupent du territoire et qui s'investissent sur le territoire et qui travaillent que pour le territoire. Donc la démarche, elle est quand même un engagement personnel, parce que tout le monde a un travail aujourd'hui. Donc le choix, c'était de dire, attention, si on passe, c'est pour aller travailler. L'intérêt, c'est que ce ne sont pas deux candidats tout seuls. Donc tout l'Isère, nous avons ce rassemblement, sur Grenoble, tout ça. Donc en fait, il y a une cohérence au niveau d'un groupe. Donc voilà. Et Grésivaudan, on peut saluer la présence de Barbara, puisque la volonté, c'est d'avoir une cohérence entre nos candidats de Pontcharrat et avoir nos candidats de Crolles pour pouvoir faire quelque chose d'homogène au niveau du Grésivaudan. Évidemment, ce n'est pas une frontière qu'on coupe en deux. Les problématiques de transport, les problématiques de scolarité, les problématiques de vie ensemble. Et c'est notre démarche. Et il faut aller jusqu'au bout pour gagner ce canton et le canton d'à côté. Très bien. Et les autres, parce qu'on n'a pas On est dans le Grésivaudan. Je veux dire, on est là ce soir, c'est justement pour non seulement prendre le pouls du canton, mais aussi le défendre et s'investir dedans. Très bien. Donc, ce que voulait dire Alain, c'est effectivement, Barbara Schmitt peut dire deux mots, c'est que on a travaillé, enfin les candidats ont travaillé depuis le début de ces ateliers d'une manière cohérente entre les deux cantons. Donc Véronique est sur Saint-Pancras, Alain est sur Vernon. Donc en fait, clairement, c'est qu'à un moment on s'est dit qu'on faisait fi de cette frontière un peu virtuelle qui avait été tracée par le ministère de l'Intérieur. Et puis clairement, dans le Grésivaudan, la vraie frontière, elle n'était pas entre... il y a des disparités entre le nord et le sud, mais elle se joue peut-être entre la montagne et la plaine, ou la vallée. Et que c'était plutôt ça qu'il fallait interroger. Donc clairement, les binômes représentent à chaque fois, outre la parité, la dimension montagne et vallée. Et donc, Barbara, tu peux peut-être... Oui, que j'ai pas énormément de choses à dire, parce que je viens un peu de la même mouvance finalement. Je suis un petit peu ce qui se passait au sein de Nouvelle Donne, puisque je suis adhérente à Nouvelle Donne. Et je me présente, moi j'y viens trop tôt. J'ai été séduite vraiment par cette idée de rassemblement, donc plusieurs partis, des associations, des citoyens, et je trouvais que ça valait le coup en fait de s'engager. Donc voilà, je ne suis pas non plus professionnelle de la politique, je fais de la création audiovisuelle, donc beaucoup de documentaires, clips, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'en fait c'était une démarche originale, très positive, et que c'était le début d'un processus qui peut-être, on l'espère, va nous mener loin. Voilà, et donc on travaille en connivence sur tout le Grésivaudan, parce que ça nous paraît naturel de travailler comme ça. Voilà, et surtout le département. Et surtout puisque bon, le fameux programme de 80 pages,
devrait bientôt sortir des presses sous forme d'un petit fascicule qui n'aura pas 80 pages et qui sera le programme du département. C'est la chose qui est importante pour nous, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler sur tout le département et pas seulement, comme on dit, se cantonner à son canton. Donc je peux vous dire en 2 mots qui je suis Emmanuel de Larminage, j'habite à la Combe de Lancey et je m'occupe des finances de la campagne pour le Haut-Grésivaudan. Merci. Le mandataire financier. Voilà, c'est très important. Alors, c'est pas anodin qu'on ait demandé à Jean Piccioni en fait d'accepter d'être notre expert ou notre invité, parce qu'il occupe des fonctions importantes à l'ANEM, donc en fait il a un regard avec l'ensemble des élus locaux qui composent cette association, un regard assez complet sur les problématiques de la montagne, et puis il a son expérience de maire. Donc effectivement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est peut-être réussir autour de cette table à recenser les problématiques que vous rencontrez en fait tous vous en tant qu'habitants de la montagne. Alors, on a fait un petit travail. Bon, c'est vrai que l'ANEM fait ce travail aussi, se défend, fait du lobbying auprès des institutions pour actionner des choses sur l'économie, le social et les services publics, le commerce, le tourisme. Enfin, il y a à peu près une dizaine de thématiques. Nous, pour effectivement construire le futur programme des élus, l'idée c'est de bien entendre ce que vous, habitants et élus, en fait, des gens en place, avez à faire remonter. Donc on se propose en fait d'entendre l'avis de gens. Et puis nous, les candidats vous diront un petit peu comment ils ont vu les grands enjeux. Je pense qu'on sera relativement en phase en fait sur ce qui ressort de. On est allé voir sur le site de l'ANEM, mais je pense que Jean connaît ça par cœur. Mais peut-être plus spécifiquement sur Veldon en fait. Ouais, parce que dans 2 jours, on a la même rencontre à Saint-Hilaire. Effectivement, les problématiques ne sont pas exactement les mêmes. Là-bas, il y a peut-être plus de cohésion possible entre les communes, des questions de regroupement de communes. C'est un plateau. Voilà, ça peut être, et puis c'est un plateau, voilà, et il y a déjà une maison des services publics, peut-être qu'elle pourrait servir de vecteur pour faire plus de choses. Sur l'économie touristique, c'est pas forcément les mêmes enjeux. Donc voilà, Jean va nous donner un petit peu son regard, et puis on va ouvrir la discussion, pardon. Oui, excusez-moi, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était pour compléter les présentations, si on peut avoir un peu le bagage professionnel et les compétences personnelles aussi, que chacun souhaite mettre à profit dans le cadre de ses missions de conseiller général. Départemental. C'est du conseiller général. Moi, je suis assistante maternelle. Je me suis beaucoup investie dans le domaine de la petite enfance, avec la création d'un relais d'assistante maternelle, parce qu'il y avait des tensions locales qui faisaient que la municipalité ne voulait pas porter le projet. C'est un projet, un relais d'assistante maternelle, c'est financé par la CAF, un peu les communes, mais c'était financé pareil, mais c'était porté par une association. On a réussi à le faire municipaliser. Maintenant, c'est celui qui est sur le plateau des Petites Roches, la terrasse et là-bas. Et par la suite, on a continué à faire vivre cette association en proposant une aide à la parentalité, en fait, en proposant des moments de formation, strictement formation, ou d'accueil de l'enfant avec son adulte, pour permettre de casser l'isolation dans nos plateaux et vos balcons. On est souvent isolé et encore plus quand on est seul avec un petit enfant. Et casser cet isolement, ça permet de soutenir vraiment la fonction parentale et l'accueil de l'enfant. C'est la dernière expérience dans le domaine collectif que j'ai à vous montrer. Merci. Moi, je suis ingénieur chez ST Microélectronique, donc rien à voir avec la thématique agricole que j'ai présentée en premier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'interpelle, l'idée qu'on se nourrisse sur notre territoire. Je trouve ça vraiment important, je trouve ça même complètement
utopique de la part de nos politiques d'imaginer qu'on pourrait tout importer toujours. Enfin, voilà, on n'est pas à l'abri de catastrophes à venir. Hein. Voilà. Je pense que ce territoire, moi c'est plus la thématique de la résilience, voilà, de faire que nos territoires ils puissent supporter les chocs à venir en fait, de biodiversité, climatique ou autre. Voilà. Alors je traduis. La résilience, ça parle à tout le monde? Ouais, c'est un nouveau mot, t'as raison. Non mais, tu fais bien de dire. Quand on tisse assez fin un tissu ou un tissu social, si on tire un fil, le tissu il est encore solide. Et c'est un peu ça la résilience, c'est la capacité de continuer à résister malgré quelques... Normalement c'est un terme de physique, mais on l'utilise en psychologie maintenant. La résilience, aussi dans le tourisme. La résilience maintenant, ce mot est devenu infusé un peu dans la société, mais bon, dans le cadre de la transition, c'est rendre la société capable justement d'avoir cette... Ouais, c'est pas bien. Ah, voilà, pardon, je te... On va bien parce qu'on le fait. La résilience, je connais un petit peu aussi parce que j'ai fait des études de physique. Je bosse comme ingénieur, j'ai fait un doctorat en mécanique des matériaux. Voilà, c'est un terme qui est utilisé dans le matériau. Mais en fait, je me suis un petit peu trompé peut-être de voie. Enfin, j'étais sensible à tout ce qui est géographie, aménagement du territoire. Et j'ai fait ça parce qu'il y avait plus d'emplois possibles à terme. Quoi, et voilà. Aujourd'hui, je me suis toujours intéressé au problème d'aménagement, par exemple. Enfin, voilà, d'accord. Pas que les nouvelles technologies. Voilà, pas que les nouvelles technologies. Puisqu'on discute de manière ouverte, ça me plaît beaucoup techniquement, éthiquement ça me plaît moyen. Voilà. Et puis Jean-Christophe a aussi une expérience en habitat participatif. Ah ouais. Donc, oui, ça serait intéressant de parler. Ouais. J'ai vu ça. Ouais. Voilà. En fait, c'était en 2009, on a réfléchi avec des amis, déjà avant. On a réfléchi avec des amis, moi je suis sensible, donc je vous l'ai dit, à la terre agricole et je me voyais mal, je voulais un peu de verdure pour mes enfants, je me voyais mal acheter une maison dans un lotissement et me prendre 1000 mètres carrés pour mes enfants, pour leur balançoire. Quoi. Donc en fait, vraiment Et en plus, j'avais envie d'une vie quotidienne avec plus de solidarité entre les habitants. D'ailleurs, on a construit du coup un petit immeuble de 8 appartements intergénérationnels. Voilà, d'ailleurs, au niveau vie quotidienne, aujourd'hui, c'est nos 3 retraités qui font vivre finalement le lieu, parce que souvent, le matin, on se disperse au travail, les enfants à l'école, etc. Et finalement, le lien, c'est eux qui le créent, en fait, surtout. Et ça marche. Ça marche, c'est à Pontcharrat. J'ai entendu parler. Ça a été construit neuf? C'était construit neuf. En fait, c'était un terrain qui appartenait à un charpentier, donc on a un bâtiment qu'il avait construit qui était fait pour du stockage de bois. Et qui aujourd'hui, auquel on n'a pas touché, on a construit tous les appartements en neuf. Et on veut faire dans cette partie-là une salle commune en fait, pour pouvoir faire des grosses bouffes, éventuellement faire un café associatif ou quelque chose comme ça, des réunions avec le quartier. Un peu, voilà. Faire du lien social, voilà. Et le principe de la structure, c'est quoi, une coopérative? Aujourd'hui, il n'y avait pas de... Pour les habitats groupés, il n'y a pas de structure juridique. Il y a une loi en cours, la loi Allure, je crois. Oui. Mais voilà, il n'y a pas encore de décret. Donc nous, on a construit en SCI, c'est un type particulier qui est d'attribution, c'est-à-dire c'est une propriété qui est collective, mais dans laquelle les parts qu'on a mis dans le projet sont fléchés, correspondent à un appartement. Donc c'est quelque chose qui est mix finalement entre ce que ferait un promoteur et puis qui vendrait après, en fait c'est de l'autopromotion finalement. Et aujourd'hui en fait on est dans un petit flou juridique, c'est-à-dire que normalement à la fin de la construction, c'est fait pour la construction, à la fin de la construction on doit se répartir les appartements pour avoir une propriété individuelle de chaque appart. Sauf qu'on peut repousser la division à 100 ans, en fait, jusqu'à 100 ans. Donc aujourd'hui on a gardé la propriété collective du lieu, et avec l'idée éventuellement que le jour où nous on n'a plus les enfants, on puisse éventuellement prendre un appartement plus petit, juste en s'échangeant quelque part, en fait, sans faire de la revente complète de l'appartement. Et ça, en Allemagne, ça existe, il y a des systèmes coopératifs à grande échelle où c'est la même coopérative qui a quasi des parcs de bâtiments dans plusieurs villes et on peut déménager finalement sans vendre son appart en allant avoir l'usage d'un autre lieu de vie. Quoi. Voilà, bon.
Donc ce sera à Je petite peux vous échelle. avertir que c'est très beau. J'ai visité. Il y aura une porte ouverte le 17 mai, voilà, si ça vous intéresse. J'ai assisté à la porte ouverte l'année dernière. Il y a des portes ouvertes, en fait, il y a un réseau européen, en fait, des habitats groupés, enfin, auquel les différentes associations françaises adhèrent, en fait, et dans ce cadre-là, voilà. Et simplement sur les participants, c'est intergénérationnel, ça veut dire, ça va jusqu'où, quoi? En fait, il y a 4 familles. Aujourd'hui, il y a 4 familles entre 35 et 50 ans, en fait. Donc avec encore des enfants dans le lieu qui ont entre 2 ans et 13 ans, les enfants. Et les personnes âgées, il y a des retraités qui ont entre 65 et 80 ans. Ça va jusqu'à 80 ans. Ouais. Il y a des dépendances, on va jusqu'au... Aujourd'hui, ils sont pas encore dépendants. Voilà, d'accord. Effectivement. Et ils jardinent et ils ont vachement plus d'expérience que nous pour jardiner. C'est sympa, quand même. C'est vrai que moi, tu parlais des compétences qu'on avait à mettre en œuvre. Je pense que cette compétence de créer en commun, je pense que c'est vraiment quelque chose de ça. J'avais déjà vécu dans le montage d'AMAP. J'ai participé à la création avec André de certaines AMAP dans le Givaudan, notamment depuis Sainte-Marie-d'Alois, Barreau et puis Pontcharrat. Enfin, on a créé plusieurs AMAP avec ma femme pour arriver à avoir une AMAP finalement à 2 km de la maison. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc c'est des gens qui commandent à l'avance à un producteur qui est référencé par rapport à la qualité de sa production et qui apporte toutes les semaines sur un lieu la quantité commandée et payée à l'avance par les amapiens. Donc ça peut être des légumes, Je t'inviterai, Geneviève. ça peut être des fruits, Je suis en ça AMAP, on sait, peut être il y a même des viandes, il y a même du poisson. Intéressant, cette... Oui, c'est un réseau qui s'est vraiment développé. 400 familles. Pardon? 400 familles, non? Même plus. Non, ici, ça va. C'est des années combien? Il y a 20 familles. Ouais, En fait, entre- je m'occupe des reblochoirs, j'envoie des petits mails à chaque mois. Après, je me suis dit, Redis-moi ton d'ailleurs, je prénom. fais, je vais faire Mais ça, les reblochons, c'est un petit péché savoyard. Il y a 20 familles, mais parce qu'en fait, il y a eu d'autres demandes, c'est compliqué. Après aussi, au niveau organisation, on disait En faire deux. 2 AMAP. En faire deux. Voilà, mais il y a Il pas vaut mieux deux petites que. Voilà, deux c'est ça, grosses. nous, c'est ce qu'on pensait aussi. Ouais. Je crois qu'à Tess, ils en ont fait deux. Voilà, Oui, c'est ça, à c'est- Tess, on a mis notre de notes. Donc, Sur le plateau, il y en a 3. Ouais. Oui. C'est en plus 3 grosses en plus. Il a parlé avec tout le Saint-Pierre, il a... Tout le plateau, il est alors la question était des compétences. Ça va, Merci, Ah, mais il y a des excellents. On vote pour les compétences? Les compétences du CG, on ne sait pas. C'est du CD. On ne sait pas. Alors, on laisse la parole un peu à Jean. Tu nous donnes ta vision des grands enjeux et ce qui attend les futurs conseillers départementaux. Comment tu verrais en fait un peu les enjeux à résoudre dans les prochaines années? D'être pratique sur nos préoccupations. Ouais. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des enjeux nationaux. Alors, en partant sur les adresses, ça va d'altitude de 250 mètres, 300 mètres à 2005. Quoi. Donc on est en plein dans le secteur montagne. Alors qui a fait l'objet, c'est bien parce que ça a fait l'objet d'une loi, la loi montagne, qui a été quand même, il n'y a pas d'autres spécificités territoriales qui ont une loi particulière, donc c'est quand même intéressant. Alors cette loi de 85 a permis de positionner 3 grands principes, 3 piliers, qui sont le droit à la différence, c'était quand même primordial. Il y avait d'adapter les dispositions générales à des particularités. Je prends par exemple le problème de l'école. Une fermeture de classe en ville, quand il y a des nombres, c'est plus facile qu'une fermeture de classe en montagne où ça va poser d'énormes problèmes ensuite sur la vie de la commune. Et puis c'est faire le territoire aussi d'innovation et qui va permettre d'expérimenter ou de voir de nouvelles choses. Donc, fort de cette loi, l'ANEM, pour parler très rapidement, ça a été l'association qui a permis ce suivi. Alors c'est très intéressant parce que
ce sont des parlementaires, essentiellement, parlementaires, sénateurs et députés, qui font partie d'un seul parti, le parti de la montagne. C'est bien de voir là s'atténuer toutes les divergences politiques, partisanes, pour défendre un territoire. Alors, c'est un combat continu, hein, et qui a, y compris dans Macron aussi, là, qui, sur différents aspects, où les collègues surveillent. Sur l'Isère, proprement dit. Alors, c'est problématique. L'Isère est un territoire, et là, on rentre dans le vif du sujet, parce que les représentants du futur Conseil des montagne, c'est 274 communes de montagne par rapport aux 533. Ouais. Donc, du coup, c'est bien ça, le nombre de communes. J'avoue que je ne sais plus. Parce qu'il y en a une de plus depuis Champs, j'ai 533, c'est bien ça. Champs qui a été créé à dernière. Donc, du coup, et puis il va y avoir des regroupements, alors ça va changer, ça va être une commune nouvelle. Sur ces événements. Voilà. Alors là, et c'est vrai que le premier souci qu'on a sur un ordre général, c'est la représentativité. Et c'est pour ça que le candidat, on peut déjà d'ores et déjà le dire, attention à ces territoires, essayez de les prendre en compte dans la réflexion de la responsabilité politique. Parce que c'est vrai, c'est tout simple, c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. On est plus préoccupé par les problèmes de la Villeneuve, quand il y a des coins chauds, que les problèmes de la montagne où tout se passe bien, où il y a le bon air et où on est en bonne harmonie et tout va bien. Sauf qu'on a tendance à oublier ces territoires-là. On s'en aperçoit du plan général. Bon, la population, on dit que dans 2050, 50% de la population sera en ville, pratiquement. Donc ça pose problème quand même pour ces territoires qui doivent être habités, puisqu'ils le sont, et qui doivent faire face quand même à des problématiques. Alors, nos problématiques, et je parle sous couvert des habitants, parce qu'ils connaissent encore mieux les difficultés, bon, on touche aux différents sujets. On commence directement, et puis après on terminera par le tourisme, parce que c'est un enjeu qui est important pour nous. Le haut débit. Bon, le haut débit, là la fracture, elle est grosse, hein, on le voit dans la couverture du département. Tu as regardé un petit peu, Xavier, tu as dit que tu regardais. Bon, il y a une politique du département qui a été mise en route, donc, donc les futurs candidats sont directement concernés là, vous savez ça, hein, puisque le département actuel a lancé une procédure qu'on partage. Enfin, moi, je la trouve un peu particulière parce qu'il a décidé. Donc, alors, il y a la pub, hein, le haut débit pour tous, etc. Mais après, quand on regarde la réalité, vous avez, ça marche bien. Bon, combien de débit du débit, quoi. 2 mégas. Non, même pas un. Même pas un. Vous vous rendez compte? Moins de... Ouais. Donc, alors du coup, le département d'Isère a fait le choix, et ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce qu'il y a d'autres départements qui ont été beaucoup plus dynamiques, hein, je pense à la Haute-Loire ou l'Auvergne, et ils ont fait le choix du Wi-Fi, par le biais d'Alsatis. Donc il y a un choix qui à un moment a été fait, vous l'avez à Saint-Pierre, on a partout, on a nos poteaux, là, c'est Jean-Michel qui s'occupe de ça, hein, plus particulièrement, représentant le conseil municipal. Donc, on nous dit, vous l'avez maintenant, effectivement, mais c'est un système qui est provisoire. Ça n'a rien à voir avec la fibre, hein, suite aux intempéries, par exemple, aux problèmes que pose quand même, on ne sait pas trop ce que posent ces aspects sur le plan sanitaire, les problèmes des ondes, quoi. Même si les études n'ont pas... Bon, pour le moment, on dit que c'est neutre et qu'il n'y a rien, mais bon, le problème reste posé. Et la fibre, on n'est pas prêt à voir. C'est quand même à Paris, hein, cette neutralité du Wi-Fi. Ah oui, il y a de plus en plus, de manière croisée, dans tous les niveaux des pollutions, de l'alimentation, mais au niveau de l'électromagnétisme, il y a de plus en plus d'électrosensibles. En ce moment, on est en train
confiner enfin, une région à Saint-Julien-Moschenne pour faire un endroit complètement blanc, zone blanche, parce que des gens sont absolument électrosensibles. Ils ne supportent pas la présence d'un téléphone portable. Ah non, mais c'est horrible. C'est une, voilà. Donc voilà, je me demande des fois, c'est hyper important. Bon. Donc voilà, ça sera un sujet très très sensible, moi je crois, pour les futurs conseillers départementaux, parce que c'est une compétence alors totale du département, et là on est en plein dans le sujet. Hein. Et qu'elle est en train de transférer quand même à la CCG. Alors, partenariat avec la CCG, pas conventionnement, pour un partage des investissements. Mais l'idée directrice, la commande, elle est quand même le département. Hein. Alors c'est vrai qu'on dit ce qu'on a dit chaque fois, mais c'est quand même le département qui pilote, quoi. Hein. Avec aussi des incohérences, enfin moi, parce que, vous savez, dans ces cas-là, on essaye de se documenter un peu, en essayant de voir les opérateurs, les Free, les Orange, et il semblerait quand même qu'il n'y ait pas eu tellement de concertation avec les opérateurs, quoi. C'est ce que, enfin moi c'est ce que j'ai retenu un peu dans l'affaire, c'est que, par exemple, en ville, on pourra avoir un double chemin de fibres, alors que nous, on n'aura rien, quoi. Alors que la logique aurait voulu se dire, bon allez, Orange s'occupe de la ville, et puis le département qui a plutôt tendance à jouer la solidarité territoriale, on s'occupe des zones un peu, des zones difficiles. Ça s'est pas passé comme ça. Donc ils sont souvent à 2 ou 3 réseaux sur le même endroit. Parce que c'est la rentabilité. Oui, mais bon, la logique dans tout ça. Oui. Alors voilà, ça va être un gros enjeu pour nous, hein, je le dis très clairement, parce que, et c'est indispensable, quoi, ça fait partie de ces choses qui maintenant, on le revendique, hein, c'est pas parce qu'on habite aux Avray qu'on va vivre sans Internet, quoi, c'est plus possible. Je voyais sur CNN qu'il y avait apparemment un partenariat avec Eutelstat pour vraiment des liaisons, enfin, ils vendent en fait des liaisons satellites en fait. Voilà, alors, le satellite, il y a le satellite aussi. Bon, le satellite, il y a des progrès tous les jours aussi, hein, c'est pour ça que, bon, peut-être, est-ce que ce sera, la fibre c'est sûr, mais quand on envisage une tranchée venant de la vallée pour monter aux Avray, on se dit comment ça va poussière le poteau, c'est pas si, on comprend que c'est des sommes extraordinaires. Hein. Donc du coup, le satellite, il y a un partenariat. Il y a des zones qui ne peuvent même pas qui fonctionnent qu'avec le satellite, hein, c'est clair. Hein. En particulier dans les Pyrénées, ils utilisent beaucoup ce dispositif. Une question qui est corollaire en fait au tuyau, c'est le service qui va avec, c'est-à-dire au-delà de desservir par exemple des opérateurs touristiques. Enfin, j'ai vu que c'était un combat de l'ANEM d'offrir à tous les opérateurs des liaisons de qualité pour leur centrale de réservation. Mais il y a par exemple la mise à disposition de visio, de services publics, ou voire même de services d'aide à la personne en fait qui peuvent se faire, bien sûr. Et est-ce que vous avez il y a des attentes particulières au niveau des services publics, par exemple? Alors, des visios, on va parler un peu des services publics et de notre situation. Si vous voulez, la montagne, on est en montagne, bien évidemment, hein, de par l'altitude, de par la compensation agricole, mais on n'est pas le fin fond de la Maurienne ou le fin fond de l'Oisans, ou dans certaines vallées pyrénéennes qui sont difficiles. Ce Beldon, il est fait de, hein, vous avez vu, ce sont des communes parallèles, avec un ruisseau dans chaque commune, et direct en bas. On est à quoi? Un quart d'heure de la vallée. Donc, on est dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a des spécificités, bien sûr, en particulier l'agriculture, des choses comme ça qui sont typiquement montagnardes, et après la vie, elle n'est plus la vie d'antan, quoi. La vie a changé. On parlera du commerce de proximité, sur David. Donc, il fallait que correspondent les services dont on a besoin. On ne va pas réinventer le chose ou vouloir absolument un service qu'on a à un quart d'heure de la vallée. À nous de trouver les formules. Hein. Donc, c'est un peu notre particularité. Il faut trouver ces solutions-là pour qu'on garde un peu notre identité, qu'on ait notre style de vie, et puis qu'en même temps, on s'adapte, et on abordera ce problème-là dans le Gazivaudan, hein, dans la communauté de communes, parce que là, on a des choses à dire, et vous aurez des choses à dire.
il faut trouver le juste milieu, quoi. Alors, pour les services publics, ce qui nous manquait, c'est un lieu de vie. Un lieu de vie, un lieu de travail. Et après la fermeture des 2 bistrots traditionnels, les 2 cafés traditionnels qui ont disparu. Donc, là, Marmite est née. Tu peux en parler un petit peu, David, très rapidement. De la partie... De la formule, la façon dont ça s'est organisé et ce qu'on y fait. Hein. Ouais. Donc, effectivement, c'est parti d'un petit groupe de citoyens, d'ailleurs. Après 2 essais affectueux. Voilà, de gérants privés. De gérants privés qui 2 correspondaient échecs pas. Successifs. Une 3e tentative de reprise, en fait, qui a échoué, hein, puisque les derniers gérants n'ont pas pu revendre le fonds de commerce. Et donc là, effectivement, il y a eu un petit collectif de citoyens qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet endroit, qu'est-ce qu'on veut exactement comme service, qu'est-ce qu'on attend du lieu et sous quelle forme, finalement, ce lieu peut-il revivre. Donc a été proposée effectivement la création d'une SIC, hein, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui permettait donc d'impliquer un petit peu les habitants des adrets sous différentes formes. Donc il y a 2 collèges au sein de la SIC, un collège de fondateurs, donc qui sont des personnes un petit peu plus impliquées dans la gestion du projet, et puis un collège de ce qu'on appelait les marmitons, qui découle de la marmite des adrets, donc qui apporte un soutien financier, donc une part sociale au minimum, donc pour cette SIC. Et puis donc derrière ce collectif, après aussi, qu'est-ce qu'on veut trouver comme produit, voilà, quelle importance en fait on donne aussi à chaque partie du commerce. Est-ce que finalement, fort de l'expérience des précédents, on trouvait que c'était, la plupart des habitants trouvaient que c'était un petit peu trop un restaurant, insuffisamment un bar et un lieu de vie, et quasiment pas une épicerie. Hein. C'est un constat qui a été fait pour les 2 gérances successives. Et donc voilà, après de là ont émergé tout un tas d'idées de refaire un petit peu le lieu, de le réaménager physiquement, quoi, pour donner un petit peu plus d'importance justement à cette épicerie et à la partie bar. Et puis voilà, la marmite a rené sous Mais ce qui est important de dire, enfin vu de l'histoire passée, c'est que sans ambition, ça marche, dans toute modestie. Ça correspond, c'est un sujet, c'est une proposition qui correspond à la vie des adrets. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, effectivement, bon, c'est un petit peu délicat c'est pas une vraie épicerie. C'est un petit peu délicat en fait de répondre à la question. Les gens qu'on interroge à la marmite, forcément, ont des retours plutôt positifs, puisque c'est les gens qui fréquentent régulièrement le lieu. Après, je pense qu'effectivement, enfin, j'ai peut-être d'ailleurs mieux placé que moi pour le dire, je pense qu'il y a à peu près tous les publics des adrets qui viennent à la marmite, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de trouver, ou plutôt que des nouveaux habitants, ou voilà, donc de ce côté-là, effectivement, on peut dire que... Si on s'en sort financièrement, c'est ce qu'il faut. Ça correspond bien. On manque un petit peu de recul. Bon, après, les chiffres sont bons, hein, pour le moment. On sent un peu les choses. C'est combien? Ça va faire un an. On est ouvert au 1er mars 2014. Tu as dit l'épicerie. L'épicerie, elle est un petit peu particulière quand même. Alors l'épicerie, on essaie de... alors c'était encore une réflexion quand on veut faire une épicerie dans un petit village et qu'on a un Carrefour Market à 10 minutes d'ici, quel créneau on vise? C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Si on se lance un peu dans du produit premier prix qu'on n'aura pas de toute façon parce qu'on n'arrivera pas à être moins cher qu'un Carrefour Market, on se trompe un petit peu de cible. Donc derrière, on s'est dit il faut qu'on propose des produits qui donnent envie de venir parce qu'on va les trouver là. On ne les trouvera pas chez Carrefour, on les trouvera éventuellement sur les marchés, mais voilà, type de produits un petit peu spécialisés chez les fromagers, chez les charcutiers, un produit un petit peu spécifique. Donc essayer de trouver des fournisseurs effectivement qui ont un certain savoir-faire pour ne pas tomber dans du produit standard. Et puis un souci aussi de ne pas être dans les choux, j'ai envie de dire, au niveau des prix, rester malgré tout compétitif. Donc un pari pas facile, malgré tout, puisque ça veut dire qu'on refuse de mettre des marges excessives sur les produits d'épicerie, avec des tarifs d'achat qui ne sont pas toujours faciles à négocier, parce qu'on ne représente pas non plus des volumes monstrueux.
Là, la question se repose notamment par rapport à certaines cultures. Donc pour tout ce qui est épicerie sec, on s'est tourné plutôt vers des produits bio, en faisant la réflexion de se dire que les gens qui consommaient bio, c'était des gens qui avaient un petit peu le souci de ce qu'ils consommaient, qui se posaient les questions par rapport à leur acte d'achat. Et on s'est dit, si on commence à se poser des questions sur ce qu'on achète, on se pose aussi la question de savoir où on l'achète. Et ce qui n'est pas le cas quand on cherche les premiers prix chez Carrefour, il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein, malheureusement. Hein. Mais quand on cherche un premier prix chez Carrefour, on ne se pose pas tellement la question de savoir comment a été produit le produit, qu'est-ce que ça implique aussi pour les fournisseurs en termes de marge de rémunération et tout ça. Donc voilà, on a fait plutôt cette démarche. Et puis essayer aussi de développer l'achat de produits locaux. Alors avec difficulté, je crois qu'on peut le dire. Difficulté en termes de possibilité d'approvisionnement vis-à-vis notamment des maraîchers. C'est-à-dire qu'il y a la partie épicerie, mais on a aussi la partie restaurant. Ça veut dire qu'en fait, pour faire fonctionner ces deux parties, on ne peut pas trop se permettre notamment pour certains types de produits, on ne peut pas se permettre de dire aux gens, c'est fini, il n'y en a plus, quoi. Allez voir ailleurs, quoi. Ce qu'il faut aussi, c'est que la marmite devienne un lieu de consommation habituel et que les gens trouvent suffisamment de produits pour pouvoir dire, voilà, je vais faire mes courses là-bas, je sais que même s'il manque un produit, je vais pouvoir remplacer par autre chose. Et du coup, la possibilité de s'approvisionner en fait chez des maraîchers locaux, c'est assez compliqué. Donc ça implique en fait de travailler avec plusieurs fournisseurs qu'on n'a pas trouvé. Hein, pour le moment, on n'est pas dans ce fonctionnement. Donc on passe par l'imprimeur. Voilà. Et après, on arrive à voir, il y a le GAEC de la Belle Étoile à Thèse qui nous approvisionne, le GAEC de la ferme des Crés. Oui. Donc voilà, GAEC du fait. Et puis, voilà, on essaie de trouver des solutions, hein, c'est évolutif et il faut... Non, on a insisté un petit peu, puis il y a les animations. Surtout voilà, après sur le côté lieu de vie, animation, c'est quelque chose qui marche assez bien. Les matchs de rugby, là, j'ai vu qu'ils étaient tous affichés. Ouais. Il y a du monde c'est variable. Non, mais là, c'est l'objectif, c'est pas forcément... C'est un lieu de vie qui a l'air. Voilà, c'est le lieu de vie. Vous pouvez regarder tout ça chez soi. Tous les sujets sont, que ce soit de la musique en passant par le théâtre. C'est un truc sur les avalanches. Voilà. Pensez aussi conférences, des soirées thématiques un peu. Il y a de la lecture. Il y a des citoyens, ça permet aussi. Donc voilà, c'est un lieu. C'est pour ça que il n'y a pas de formule, il n'y a pas de recette toute faite, quoi. Il faut essayer de s'adapter. C'est vrai que Saint-Hilaire, c'est pas tout à fait la même chose, le plateau. Ils ont besoin d'une maison de service public, on comprend mieux que... C'est plus enclavé. Pardon ? C'est plus enclavé. C'est voilà. Alors que là, nous, c'est... Donc c'est vrai. En termes de création d'emplois, est-ce que... Ben voilà. Alors la marmite fonctionne avec 2 salariés à temps plein. Et voilà. C'est un petit peu une particularité d'ailleurs de la SIC, c'est qu'au sein des fondateurs, finalement, personne n'était intéressé pour occuper le poste. D'où la nécessité d'ailleurs de désigner ou de trouver parmi les fondateurs 2 gérants bénévoles. Puisque finalement, s'il n'y avait pas de gérant bénévole, l'entière responsabilité du fonctionnement en fait, du lieu reviendrait aux salariés, avec un risque de perdre un petit peu cet état d'esprit et puis cette gestion collective en fait, de la coopérative. Donc effectivement, on était accompagné par l'URSCOP qui nous a vivement conseillé de déléguer un ou 2 co-gérants effectivement pour garder un petit peu un axe de conduite pour la coopérative. Mais 2 emplois. Voilà. Donc après par contre effectivement tout le côté opérationnel, 80% du côté opérationnel est assuré par 2 salariés. Non, 2 salariés à temps plein. Donc ils sont du métier, une formation dans l'hôtellerie-restauration. Super. Et en termes d'investissement financier au départ, c'est la commune qui avait racheté le fonds pour la Covid.
Ça s'est fait en 2 étapes du coup, puisqu'il y a eu la première rénovation en fait. Ah oui, alors ça a été la création dans le presbytère. Il a fallu négocier un peu. Donc là, un investissement. La maison du curé qui devient un lieu de débauche. C'est problématique. Et du coup après, bon, une fois l'aménagement fait, après, ça a été le coût de la liquidation du dernier gérant, quoi. Qui a fait que la commune a racheté, et ensuite la commune loue à la SCIC. La société coopérative. La commune, elle n'est pas membre. Elle n'a pas de politique. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, du coup, c'est bien. C'est complètement autonome. Ah oui, tout à fait. Vous êtes locataire et c'est tout par rapport à la C'est simplement propriétaire. Tout à fait. Un bail commercial. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant pour la commune, c'est de voir le résultat, quoi. C'est pour ça que c'est peut-être un peu tôt de le voir. C'est vrai qu'au bout d'un an, mais on le sent les choses. On voit si ça devait avoir une bonne tournure. Voilà, si ça devait avoir eu des difficultés, on va sentir. Hein. Alors que là, on sent bien. Enfin, chaque fois qu'on essaye de sentir un peu l'atmosphère, là, on passe, on voit. Bon. Après, c'est toujours pareil, les problèmes d'ouverture. Ça ne correspond jamais. C'est un peu délicat. Ouais, bon, ça a été plus des critiques finalement du démarrage qu'aujourd'hui. Non, je pense à la Fédé, le repas du lundi. Tu vois, mais bon, les gens s'adaptent malgré tout. On n'a plus tellement de... Bon, en même temps, on est ouvert 6 jours sur 7. Oui. C'est fermé que le lundi. C'est ouvert en journée continue le week-end pendant la période d'ouverture de la station de ski. Donc, oui. En plus, une ouverture vers l'aspect touristique, quoi. Oui, parce qu'il y avait aussi le pari de glaner une partie de la clientèle de la station. Avec vente de forfait, la station, le café à 1 €. Et ça fonctionne. Garder les enfants. Le café à 1 €. Le sandwich. Cette question de complémentarité a fait partie de nos réflexions dans nos divers groupes. C'est qu'il faut que les villages aient aussi une possibilité de vie, que tout ne peut pas se passer. Bien sûr. Il faut qu'il y ait une complémentarité quelque part. Et le nombre de coopérateurs, il y en a combien en fait 78. 78. C'est tous les habitants. Des adrets ou des villages alentours. Je crois qu'il y a quelques personnes. La majorité de Tess. Une grosse majorité. Oui, une grosse majorité. Et c'est des personnes physiques, c'est pas d'associations. Il y a quelques personnes morales aussi. Il y a des installateurs. D'accord. Par exemple Sems Obliques, la DEF, il y a presque toutes les associations. Il y a les Alpins. Il y a toutes les associations. Les assos de la commune. De la commune. La Campanaise aussi. La Campanaise. Il y a une cotisation. Il y avait une participation de voilà. Donc pour être fondateur, en fait, il faut l'équivalent de 6 parts sociales à 50 €. Et pour être marmiton, il faut une part sociale à 50 €. Ça ressemble un peu à Terre de Liège. Voilà. Non, mais ça, on peut dire que ça correspond pour revenir à la notion de service public, il n'y a pas de revendication particulière. Il fallait qu'on trouve nous-mêmes notre façon de voir. Alors, il y a la Poste aussi, par exemple, la Poste, c'est à l'avenir, ça. Il ne faudrait pas qu'on remette en cause notre facteur, quoi, parce que là, c'est quand même, c'est sur la vigilance sur des services de ce type qui sont... Le service quotidien de la Poste. Voilà. Combien de fois, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines? C'est une poste normale, c'est un bureau normal, mais c'est une agence. C'est une agence. Il y avait un projet de faire un point poste au sein de la marmite. Pour le moment, on n'a pas le... Bon, ça se discute. Il y a un point, une agence postale communale, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, à Tess. Oui. Et puis donc, il y a toujours le bureau de poste de Froges. Il y a Froges et Avrillon. Voilà. Je ne crois pas que ce soit un gros problème pour les personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le retrait d'argent, bon, d'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il y a plutôt le dépôt colis? Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Vous savez, qu'est-ce qui bloque au niveau de la Poste? En fait... Parce qu'ils cherchent justement des partenaires. Enfin, moi, je travaille dans une... Ouais, mais après, ils doivent payer une location. Ils hésitent là. Sous quelle forme, en fait.
que là, apparemment, dans la formule qui nous était proposée, la Poste nous rémunère en fait chaque mois, je sais pas ce que c'était. 200 à 300 €. Voilà, cet ordre-là. Et en fait, là, il nous disait, compte tenu de la proximité des bureaux à la fois de Tess et de Froge, pour le moment. C'est pas décidé. Voilà, c'est pas tranché, mais c'était pas validé non plus. Ouais. Et ça, c'est vraiment un projet qui est vraiment soutenu par la population du village, quoi. Le projet de la Marmite. Oui, comme vous l'expliquez, oui. C'est votre grande force. Ouais. C'était dans les enjeux électoraux, ça a été négocié, ça, dans la campagne municipale. Non, il n'y a pas eu de ça s'est fait très naturellement. Mais là, la commune était le long coup, forcément, du dispositif, puisqu'elle l'a soutenu, donc après... Dans la campagne municipale, il n'y a pas eu... vous faites des conneries, Non, il y a eu au début, faut dire, il y a des gens... Mais si vous savez, il y a en particulier des propriétaires, on passe peut-être, il faut faire attention. Mais simplement, c'était important, parce qu'il y a des personnes qui pensaient que c'est vrai, c'était la ferme privée qui aurait très bien pu se débrouiller avec ça. Bon, on avait la réponse facile, c'est comme on a essayé deux. Ça n'a pas marché. Attendez, faut bien voir que c'est pas si évident que ça. Parce qu'on est juste à la limite de... Ça ne correspondait pas aux besoins de la commune. Donc, du coup, ça ne pouvait être accepté. Alors, au début, il y en a qui ont dit « Ah, ça n'a pas marché ». Et puis finalement, maintenant, moi, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps. Ici, pour donner peut-être une répartition sur les chiffres, on avait 10 mois de recul. Et l'épicerie représente entre 40 et 50% du chiffre d'affaires. Ah, c'est pas besoin, le pain le matin, ça marche. Le café, le bistrot. Le bar, c'est 20% à peu près, le restaurant, 40%. Le restaurant, donc, qui est ouvert que le midi. Ouais. Donc, que de la nourriture, voilà, pas de surgelé. Voilà, un plat du jour, fait cuisiné sur place. Fait maison. Alors, garde ça. Donc avec une formule, plat du jour à 10 €, entrée plat ou plat dessert pour 12 € et formule complète, entrée plat dessert pour 14 €. Et tout cuisiné. Voilà, donc ça, après, ça fait partie un petit peu des cadres qui sont fixés par la SIC, quoi, où on dit voilà, on veut rester dans ces gammes de tarifs-là. C'est les consignes qui sont données aux salariés. Vous avez votre prix de vente final, des produits frais. Et, voilà. Donc ça, par contre, pour Beldon, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Parce que quand on a tous à peu près la même configuration, et bon, Laval, ils avaient attaqué par l'épicerie, qui était chez Laval, l'épicerie de la communale, qui marche vachement bien, quoi. Donc, mais après, voilà, ce qu'on revendiquait comme service, nous, c'était essentiellement ça. Le tourisme, qui est une grosse préoccupation pour nous, puisque ça a été dans l'histoire, ça s'inscrit dans l'histoire, avec la création de la station. Donc, c'est des emplois induits, bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est 500 emplois à peu près. Ah oui, sur le territoire, sur la station, sur le domaine des secteurs. Avec, bon, bien sûr, des contributions touristiques, des flux d'argent, forcément, qui sont là de par l'activité touristique, puisque, pour citer quelques chiffres, le chiffre d'affaires de la Société des remontées mécaniques est à peu près aux alentours des 10 millions, ça ne sera pas le cas cette année, mais normalement c'est aux alentours des 10. Les villages de vacances, tout le système locatif, c'est aux alentours de 5 millions, vous voyez, donc ça vous donne un peu les flux, plus les commerces, la supérette, les transports, les fabricants de remontées, etc. Donc c'est une vraie dynamique. Quand tu dis 500 emplois, c'est que pour la saison? Oui, alors ce sont des emplois saisonniers. Ah, mais il y en a une partie là-dedans, il y a une partie d'emplois permanents. Ça doit faire à peu près une cinquantaine d'emplois sur le 10e à peu près de ces emplois. On va les avoir avec l'INSEE, là, dans ce sens-là, on va avoir les chiffres à jour. Et puis, donc, après, on peut reprocher qu'une chose, mais c'était l'époque qui le voulait, puisque c'est une station qui s'est créée dans le cadre du plan neige. C'est-à-dire que l'évolution du ski était en pleine effervescence. Et du coup, on recherchait des sites, et c'est comme ça que le site des 7 lots de Grand-Poupel, avec Laval et l'ensemble, a été trouvé.
et a été fait grâce à un paquet, à une paquet et aux politiques de l'époque. Donc du coup, c'était un petit peu artificiel. Ça date de quelle année ça? Ça date, alors la réflexion en 64-65, création du syndicat intercommunal, et puis la première saison, ouverture de la saison 70-71. Mais ça s'est passé dans l'organisation normale de l'époque, quoi. C'est le promoteur qui faisait la station. Il avait tout, hein. Il avait les remontées mécaniques, il achetait la charge foncière, voilà, il faisait tout, et puis du coup ça n'a pas marché, toute une histoire de cette langue qui est rappelée sur le site, hein, si ça vous intéresse, le truc est là. Bon, alors ceci pour dire que c'est vrai que elle se situe en altitude, donc voilà, alors que maintenant on réfléchirait plus à un aménagement village ou col des Ailles ou autre, hein, stade de neige. Bon, c'est fait comme ça. Ça fonctionne, donc avec tous les effets que l'on a cités tout à l'heure au niveau des emplois positifs. La problématique, c'est le réchauffement. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Oui, c'est l'engagement, quoi. Oui, par 20, 30 ans. Pour le moment, ça marche. Écoutez, si les chiffres sont maintenus, donc là-dessus, il faut être, je crois qu'il faut être pragmatique, quoi. Il faudra voir, parce que la nature met du temps un petit peu, hein, on s'adapte aussi à ces choses-là. Il faudra voir les prochains investissements. Là, il y en a un cette année, un gros, hein, 8 millions d'euros, le télésiège du GPED. Mais bon, à l'avenir, c'est de miser un peu sur le tourisme. 4 saisons. Mais bon, il faut reconnaître que c'est difficile, quoi. C'est pas si évident. On ne peut pas transformer la station en un parc de loisirs, quoi. C'est pas surtout en montagne. Voilà. Donc il faut garder des activités qui s'apparentent au site, sauf que là, elles sont plus rentables. C'est que où c'est qu'on va trouver 10 millions l'été que font les remontées mécaniques. Vous voyez, la problématique l'été est complètement différente. Une petite assoce de tir à l'arc, c'est la petite assoce de trottinette, c'est la petite assoce de quoi, les accompagnateurs, c'est ça qui fait l'économie. Alors pourquoi pas, mais c'est pas de la même envergure que le tourisme d'hiver, quoi. Enfin pour le moment, au moins. Mais il faudra s'attendre à ce que ça se développe. Sans randonnée, par exemple, les randonnées. Alors c'est une politique du Conseil général, c'est un peu l'IPR, hein, donc le soutenir, il faudra continuer. C'est bien, ça nous intéresse, ça nous concerne beaucoup. Et sur la saisonnalité, justement, la précarité de l'emploi, enfin, je veux dire, c'est aussi un enjeu, en fait. Comment vous vivez la saisonnalité des... Alors, il y a une adaptation qui s'est faite. C'est pas, vous savez qu'il y a des gens qui choisissent cette formule-là. Bon, il y a alors le double actif, il y a le saisonnier qui fait allez, on prend l'exemple du chauffeur de Chenillette, hein, de Dameuse, il est charpentier. Donc voilà, vous avez l'agriculteur, Francis Tugualet était pisteur, hein, ceux qui font le fromage. Donc voilà, il y a des complémentarités qui se font tout naturellement entre les activités locales. Le forestier... les ouvriers forestiers. Ah, il y en a beaucoup qui font du bûcheronnage. Bon, après, il y a une autre génération qui, elle, fonctionne avec les loisirs d'hiver, loisirs d'été. C'est-à-dire, ils sont sur la côte. Je pense à un moniteur, par exemple, qui fait du sky surf. Je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est tracté derrière les bateaux. Donc voilà, ça se fait. Alors après, il y a le statut du saisonnier. Alors ça, par contre, c'est une problématique parce que le saisonnier n'est pas toujours reconnu. Il est mieux reconnu, hein. Il est mieux reconnu. Donc ça y est, ça va. Il y a encore quelques problématiques sur les aspects de mutuelle et de choses comme ça qui sont compliquées. Mais sur le plan du statut proprement dit, ça correspond bien à une activité matérielle. Il y a les questions de logement aussi pour les saisonniers. Voilà. Parfois, il y a des saisonniers qui font une saison sport d'hiver ici et après qui font une saison estivale sur la côte, en Corse. Tout à fait. Donc, du coup, ça nécessite d'avoir un logement locatif sur la commune. Ouais. Alors, justement, là, on n'est pas très au point sur ce point, parce qu'il y a des manques. Hein. Par exemple, et c'est là
la SDH, par la cité, qui est le prestataire. Ouais, je cherche le nom de l'ancien, puis comment c'est la SDH, le nom de... Le bailleur. Et il connaît bien, parce qu'il y a des problèmes. Et du coup, SDH loue à l'année. Bah, rien d'incohérent. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des gens à l'année. Or, il faudrait une structure qui s'adapte à la saison. Or, les papiers sont tellement compliqués entre les démarres et les machins. Donc, du coup, il faut faciliter les choses là. Oui. Et il en manque. Mais heureusement, on n'a pas les problèmes de savoir où on vit dans un camion. Il y a de sérieux problèmes pour les saisonniers. On n'a pas. Non, parce qu'il y a des locaux. Il y en a beaucoup qui viennent de la vallée, avec l'inconvénient des transports. Il y a beaucoup qui, comme on n'est pas très très loin, ça se fait comme ça. Oui, mais ça fait des allées. Mais oui, alors après c'est les transports. Alors justement, c'est là que on arrive à... Je termine simplement sur nos préoccupations, c'est la réforme territoriale. Indépendamment du conseil départemental, c'est quand même un peu tout ce qui va derrière qui nous préoccupe, quoi, parce que politique commune, c'est un big bang, ça, d'avoir à préparer cette mutation qui est quoi, qui est 1789, après une organisation territoriale qui s'est un peu installée, quoi. Et là, c'est toujours un peu du souci. Surtout alors, sur la communauté, avec des compétences que prend la communauté, et là on est directement concerné, le conseil départemental. Il ne faut pas faire des doublons, quoi. Et moi, on a quand même l'impression qu'il faudra clarifier les missions entre le département et la communauté sur les aspects, sur les compétences telles que culture, transport. On dit le département s'occupe des transports. Il ne s'occupe plus des transports de la commune. Ben, il est en train de se désengager. On ne sait pas, c'est en train de discuter là. Tous les jours ça change. Donc il faudra il faut être pertinent, quoi. Moi je crois que c'est plutôt ça. Il faudra une adaptation à faire dans cette mutation là, qui est vraiment importante. Nous pour les communes, parce que sur les 47 communes de la communauté, il y a les communes de la vallée qui ont leur propre vie, qui auront la fibre optique. On y revient, qui auront les transports, c'est facile, mais il y a aussi une façon il y aurait une façon de faire un peu plus d'équilibre de territoire, à condition qu'on partage un peu. Je veux dire par là, allez, je lâche le morceau, on a un vice-président qui est très nouvelle technologie, ça vous va bien ça, mais bon, ST, Soitec, etc. On ne fait que parler de ça. C'est-à-dire, on donne un fric incroyable, vous savez. Bon. Il y a un département... Sans condition. Sans emploi, sans condition. Oui. On a fait une étude sur le tourisme. Donc, dans la communauté, dès le début, on s'était entendu avec le maire de Champs-Rousse, qui était à l'époque Jacques Guillot, et on a dit, on va faire une étude. Cette étude de tourisme donne des résultats très sérieux, les enquêtes, etc. On a 170 millions de contributions touristiques par an, directes. On a 2500 emplois, directs. On a induit, ça porte à 4000 emplois et à peu près 500 millions d'euros de flux d'argent. Donc, fort de cela, c'est un constat que pour le Gazivaudan, attendez, 3 stations d'hiver et d'été, 2 stations thermales, les petites roches, des stations familiales, etc. Il y a un potentiel extraordinaire. Vous ajoutez ça, le tourisme culturel, avec patrimonial, avec le château de Touvet, le Fort Barreau, le patrimoine industriel, qui est un patrimoine Vergès, le tourisme événementiel, la Coupe Icare, qui est un phénomène mondial, quand même, maintenant qui devient presque international. Bien, on arrive à pouvoir se dire, mais on peut mettre en place une politique. Alors, à condition qu'on nous écoute, quoi. Et de dire, allez, qu'est-ce qu'on fait pour valoriser
Ces aspects-là. Alors, c'est par exemple l'hôtel, il y a un hôtel à la Ferrière là, qui est parti, qui devait se vendre, l'hôtel Moulin, je ne sais pas si vous connaissez. Vers le Curtillard. Oui, Curtillard, l'hôtel du Curtillard. Parti un hôtel type familial, hein. C'est un vrai drame, c'est un peu comme l'agriculture, hein, cette hôtellerie-là. Donc, parti à 1 million d'euros, il en est à 400 000 euros, il n'arrive pas à... Il est entièrement rénové aussi. Pardon? Il est entièrement rénové aussi. Il est à rénover. Enfin, il avait été... il avait quand même, c'est un outil de travail. Penser les chambres... Je n'ai pas visité l'intérieur, hein, je me contente... Vous avez été au courant un peu de... Oui, j'ai un peu des liens avec la Ferrière et apparemment il est a fortement rénové pour pouvoir à nouveau... c'est tout ce qui touche aux cuisines, je suppose, restaurants, choses comme ça. Bon, toujours est-il que un équipement comme ça qui se ferme dans la Ferrière, bon, eh ben, il faudrait trouver le moyen de le soutenir et puis de mettre, faire un peu comme l'agriculture, de mettre un contrat et puis d'essayer de redémarrer ça. Bon, tout ça pour dire qu'il y a différentes actions qui pourraient très bien se faire à condition que la communauté veuille bien nous écouter sur ce point, puisque c'est important. Sur le plan du tourisme, il y a des choses à faire. Voilà. Donc, sur le plan, ce sera aussi, on terminera peut-être par là, mais je pense que vous avez eu une vision quasivaudan. C'est bien dans la démarche de présentation, parce qu'effectivement, c'est là que va se passer, il faut se rattacher à la communauté et à voir comment on peut être pertinent le plus possible, quoi. Et là, c'est un vrai chantier, quoi. Il y aura tellement des choses, il y aura des choses à faire, quoi, hein, pour que les communes puissent s'y retrouver, hein, raisonnablement. Voilà, le mieux c'est peut-être qu'on discute. Au niveau du statut des saisonniers, là, donc est-ce que c'est un statut d'année en année, ou est-ce qu'il y a une possibilité de CDI entre guillemets? Ce sont des CDI maintenant. Ce sont des CDI maintenant. Des CDI qui se renouvellent chaque année. Il peut y avoir plusieurs types de contrats. Chez l'ONF, il y a ce qu'on appelle les habituels et les occasionnels. Et en fait, après, l'employeur doit un certain nombre d'heures aux ouvriers habituels, donc qui reviennent chaque année faire un contrat de telle période à telle période. Et on doit leur proposer. Ça date de longtemps, ça? Ça date d'il y a 3 ans. 3 ans. C'est tout récent. C'est tout récent. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc je disais, vous voyez, on n'a pas trop de problèmes du statut du saisonnier sur le plan en problématique de logement ou en problématique de... C'est pas... Bon, il y a toujours quelques petits problèmes, mais je veux dire, on a des gens qui sont très assidus, qui sont fidèles, hein, puisque vous pouvez y aller, avant il fallait chaque fois embaucher en début d'année, maintenant c'est clos. Pratiquement, il y a quelques les jeunes du pays qui travaillent par les vacances, voilà, pour soutenir l'activité des vacances. C'est d'ailleurs bien, c'est bien trouvé. Mais le reste, les gros postes, tout ça, tous les dameurs, les conducteurs d'engins, les remontées mécaniques, tout ça, c'est tout fidèle. Hein. D'accord. Ils sont là régulièrement, ils attendent leur poste et il n'y a aucun souci. Sur la problématique transport. Oui, alors, problématique transport, donc on avait, alors, là, tiens, comme ça vous le saurez, hein, c'est qu'on avait vraiment demandé, lorsqu'il y a eu la création avec François Brotte, c'est la première compétence qu'a fait la communauté sur et là on avait dit, mais nous, alors on va payer, parce que le VT, versement transport, on paye, hein. La société le paye, la commune le paye, etc. Vous savez comment ça marche, plus de 10 salariés. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'on va gagner dans cette... Enfin, pas gagner, c'est pas le problème de gagner. Qu'est-ce qu'on a en retour? Qu'est-ce qu'on voit? Et c'est là qu'a été mise en place les navettes Vallée, station Vallée. Donc, qui fonctionnent super bien. Hein, super bien. Ah oui, on arrive à une là, c'est saturé, les jeunes des Adrets n'ont plus de place. Ils se remplissent à crawl déjà. Ils remplissent. Bon, mais deux services, des fois 2 quarts, c'est vraiment là, c'est la solution.
Là-dessus, il y aura à travailler. Vous voyez l'impact sur le nombre de voitures dans le village? Ah oui, ah ben sur le village, non. Pas le week-end. Il reste encore beaucoup. Ah, il en reste beaucoup. Madame, vous voulez réagir? Oui, donc il y a des navettes qui ont été mises en place pour la saison, pour le tourisme. Par contre, le gros problème, c'est les gens qui travaillent. Comme, je sais pas, il y a 80% des gens qui travaillent dans la vallée. Et là, il n'y a rien pour descendre un transport en commun du village à la vallée, alors qu'il y a quand même un flux de voitures important. Donc, quand on est dans la vallée, après, on rejoint les transports en commun classiques, des lignes nombreuses. Là, c'est pour ça, on est bien desservi dans la vallée, mais par contre, il faut descendre. Et bon, il peut y avoir un peu de covoiturage, mais je pense qu'aux heures de pointe, s'il y avait au moins deux ou trois bus, même 2 qui descendent dans la vallée, et pareil le soir, 2 bus qui remontent, ce serait l'idéal. Après, on peut toujours se raccrocher aux lignes en bas. Maintenant, il y en a une Express 2 à Champré-Frouge qui va direct autoroute à Grenoble, donc c'est très rapide. Alors ça serait bien de faire les besoins, d'analyser les besoins. TES l'a fait, je crois. TES l'a organisé. Ils ont fait une enquête auprès de la population. Moi, j'avais le sentiment que c'était plus le covoiturage commençait à s'organiser et ça... Par exemple, tu descends toujours toute seule. Alors, moi j'ai fait du covoiturage pendant 3-4 ans. Je covoiturais pour descendre, pour me raccrocher à Crolles, l'Express 1. Mais c'est lourd à gérer parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires le matin et le soir. Donc c'était une prise de tête en plus des questions personnelles plus travail. Il faut réfléchir à organiser le covoiturage, ça devenait assez lourd. Donc au final, je descends maintenant, je vais juste à Champs, donc j'ai 10 minutes en voiture, la plupart du temps seule. Parfois je descends aussi en covoiturage, je remonte à pied, mais ou en stop, bref, je varie les plaisirs. J'ai pas fait le vélo, mais à pied ça marche bien aussi. Alors on va tenter le vélo électrique. Le problème du covoiturage comme ça, c'est que c'est une organisation personnelle. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des systèmes de covoiturage et puis alors moi je parle au plateau de Petite Roche où il y a des gens qui se sont saisis un peu comme vous de la marmite, mais là des transports pendulaires et qui ont organisé de façon très collective avec un site internet. Ça regroupe de façon intelligente les gens selon leur destination. C'est vrai que le départ est le même. On n'a qu'une route. On part sur cette route-là, un endroit ou un autre, les gens se retrouvent, ils se mettent d'accord souvent par rapport au conducteur. Et après, c'est pas sans contrainte. Il faut supporter les horaires des autres, on essaye de s'ajuster, mais ça marche assez bien. Il y a un site. Il y a un site dédié à ça. Donc c'est pas quelqu'un qui organise son covoiturage et qui va voir si le covoitureur demain il a pris sa journée et qu'il n'est pas là et puis il faut qu'il commence à le dire parce que sinon il n'y a personne dans la voiture. C'est quelque chose de plus. En fait, ce serait un petit peu Blablacar, Petite Roche, quoi. Ouais. Genre. Gratuit. Avec, c'est une structure associative qui mène ça. C'est pas commercial. Et c'est peut-être, moi je l'utilise pas, je travaille chez moi. Je covoiture pas. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui s'en servent. Ceci dit, ça n'enlève pas toute cette circulation pendulaire. Ça fait sûrement du bien à la marge. Je ne sais pas si des études ont été faites sur l'impact vraiment du covoiturage. Il faudrait qu'il soit encore plus massif, c'est sûr. Avec des faveurs aux covoitureurs, ça les motiverait peut-être. Le téléphérique Non, mais quand il y a les endroits où il y a des voies de bus, si elles pouvaient être réservées aussi aux covoitureurs, ceux qui sont en train de macérer dans les embouteillages auraient peut-être plus envie de covoiturer. C'est vrai qu'il y a une histoire de peser les désagréments. On prend sa voiture parce que c'est pratique. Tant que ça reste pratique, des fois il n'y a pas de raison de ne pas la prendre. Ça devient de moins en moins pratique et quand la ville est embolisée complètement, on a envie de transport en commun.
Mais il y a plus, pour être une assidue des transports en commun, il y a de plus en plus de gens quand même qui prennent les transports en commun. Et les lignes, les offres évoluent et sont de plus en plus adaptées, je trouve. En tout cas pour nous maintenant dans la vallée, on va directement à Grenoble ou à Montbonneau par l'autoroute. Donc du coup, on passe pas plus de temps que si on était dans la voiture. Et en plus, on peut faire autre chose, on est tranquille et on n'a pas besoin de stationner. C'est parfait. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y aura je pense c'est l'usage qui montre l'intérêt de l'usage. Vous avez une école ici, mais pour les collégiens, comment ça se passe? Chacun des transports. Alors je l'ai banalisé quand même le transport. Normalement, on est censé pouvoir utiliser. Ouais, mais il est saturé par les collégiens. C'est vrai que j'ai tenté quelques fois et bon. C'est presque il y a trop de. On a pas, il y a trop de saturé déjà. Il y a trop de collégiens. Tu as essayé, Nathalie, tu as essayé là, tu as appris. Oui, je l'ai pris, mais pas beaucoup, parce qu'au final, en plus, mes enfants me disent il n'y a plus de place, c'est complet. Donc, remonter. Faire un collège. Et toi, de la sienne, voilà, c'est les horaires de remontée qui ne sont pas forcément. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça donne le transport à demande ici. Ça marche pas adapté. Ça marche, ça passe, ça adapte. C'est très peu. Il faut avertir, il faut attendre. C'est une organisation. Mais en plus, il y a des horaires particuliers. Ah, c'est pas un transport à la demande où on part à n'importe quelle heure. En fait, l'heure, c'est 9h30. En fait, c'est quand tout le monde, et ceux qui travaillent, sont déjà partis. Donc, transport à la demande, il concerne que vraiment en marge quelques personnes. Pas terrible, si le transport à la demande était avec un départ 7h30 ou 8h20 quand les gens ont déposé, les parents ont déposé leurs enfants à l'école, là, ces deux créneaux, je pense qu'il y aurait de la demande. Mais là, 9h ou 9h30, il n'y a plus personne qui veut descendre. Là, c'est parce que là, il va falloir se battre aussi, parce que les compétences du conseil départemental. C'est comme. Alors, après, il faut faire valoir les besoins. C'est vrai qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a une solution toute faite? Est-ce que c'est le transport? Je crois qu'il y a une multitude peut-être de solutions. Il y a au moins 2-3 solutions entre le covoiturage. Alors, les vélos électriques, il faut pas parler quand même un peu, parce qu'il y a l'expérience. Mais est-ce que ça résoudra ça? Parce qu'il y a le problème des intempéries, quand même, de la ville. Oui. C'est quand même pas évident. Mais enfin, bon, on va faire l'essai. Hein. On va faire l'essai. Vous êtes d'accord pour le faire? On a 3-4 qui vont essayer. Il y en a déjà. Parce que normalement, oui, il y en a déjà. Vous êtes au courant de ça? C'est Anne qui s'en occupe. C'est Anne Tréglose. Donc, un contrat, c'est dans le cadre du CDDR, avec pour un aspect expérimental, c'est-à-dire la mise à disposition d'une dizaine de 10 à 15 vélos électriques, voilà, qui seront mis à disposition des personnes qui veulent jouer le jeu, et de voir si c'est parce que c'est vrai que pourquoi électrique? Parce que les montées, vous avez deviné ça. Il faut descendre sur raisonnablement, ça marche bien. Ceci dit, en bas, il faut trouver une solution de stationnement et de sécuriser. De sécuriser. La commune va jusqu'en bas, non en fait Non, jusqu'à Champré-Frouge, un peu au-dessus de Champs, la Bourduire, au-dessus de la Bourduire. Parce que je faisais avec Jean le parallèle, parce que j'ai habité 5 ans sur une île, et il y a beaucoup de problématiques vraiment communes. Donc on va continuer de creuser. Mais par exemple, quand on est sur une île, la question s'était posée d'avoir une enclave en fait, sur le continent. Donc là, pareil, en fait, sur la commune de Champré-Frouge ou de Frouge, pour éventuellement avoir un espace de la commune des Adrets qui permettrait d'avoir peut-être son abri vélo à soi. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un truc à faire. Un garage à vélo, comme ils font. Ou louer un garage. Oui. Alors, ça, vous êtes autonome, quoi. Vous avez des garages. Oui, non, mais il y a des choses à réfléchir. Sinon, ça, il faut le recharger. Avant, on faisait des mariages entre quelqu'un de la plaine et quelqu'un de la montagne. Il faudrait peut-être faire. Il y aura des choses à trouver, certainement. On réfléchit. Non, mais déjà, de conserver des outils précieux qui existent, qui sont remis en question dans les lignes de Transilien aussi. Et après, tout ce qui est carte du Gazivaudan sont en train de
de bouger entre. Donc c'était un gros enjeu du conseil départemental, sauf si ça passe à la région. Alors, j'ai vu dans le programme, il y avait quand même la vision de faire une seule AOTU entre le Bordelais. Ça paraît une évidence. Ça donnerait une cohérence. C'est pas refaire les VFD. Après, les VFD, ils avaient cette vocation, je crois. Ouais, mais tu sais que l'histoire est allée. C'est-à-dire à adapter. On casse un système. 15 ans plus tard, on le refait parce que finalement, il était pas mal. C'est-à-dire que c'était l'entreprise. Voilà, exactement. Remettre des trams, ce serait aujourd'hui, ça répondrait à plein de problématiques. Sauf qu'aujourd'hui, on a tout construit. Hein. Donc, ça coûterait. Des sites faire passer aussi. Non, mais il est difficile de faire la liaison entre Montbonneau, la vallée, le domaine ou Vers-sous-Domaine. C'est un peu ça la question. Il y a une vision commune. Alors, si c'est une société, surtout que là, c'est facile à résoudre, c'est une SEM, la OTU. Donc, il suffit d'être actionnaire et d'avoir une vision commune. C'est pas comme les collectivités. Il y a plusieurs solutions, mais c'est vrai que de construire le moyen d'avoir une vision commune, ça semble le bon chemin pour éviter toutes ces baisses de charges, ces ruptures de charges entre. Parce que là, ils sont, a priori, les lignes Alvar-Grenoble vont être interrompues à Montbonneau, a priori. Aussi, l'île de Saint est supprimée, et ça serait remplacé par un car qui serait plus rapide parce qu'il prendrait l'autoroute jusqu'auprès de l'eau, et ensuite on irait sur un chrono. Du coup, ça fait des changements. Des changements. Après, à chaque fois, il y a une perte de temps. C'est un coup à dire. Mais c'est démotivant. Une perte de temps, si on est peu mobile, eh bien, ça pêche. Le changement, c'est ce qui ça rend plus difficile. Donc, tout ça, c'est notre ligne de mire. Et d'autant plus qu'on est loin, parce que j'ai utilisé beaucoup aussi la ligne 6200 qui vient d'Alvar, qui prend l'autoroute à Champs. Et du coup, les personnes qui viennent d'Alvar, si elles ont besoin de faire un changement, déjà que c'est long de venir d'Alvar, si elles ont besoin de faire un changement en cours de route, ça empêche. Bon, ils nous ont vanté qu'on prendrait l'autoroute depuis Gonstein, mais du coup, vous autres, vous auriez autre chose, je sais pas quoi. Nous, maintenant, à l'Express 2 qui part de Champs et qui prend l'autoroute à Brignoux. Donc, il passe par la gare de Brignoux, donc il dessert la zone urbaine entre Champs et Brignoux-Gare. Et après, il prend l'autoroute directe. Donc ça, il y aurait un scène à Pierre qui serait. Et voilà, il y a un créneau, il y a un tronçon qui n'est pas desservi dans Saint-Lapierre. Et encore. Et au passage, les habitants du domaine n'ont plus d'express. Oui, effectivement. Nous, ça va. Ah, vous n'êtes pas chez nous au domaine. Oui, c'est vrai, on leur parle pas. Ah, vous n'êtes pas chez nous. Mais oui, les trains s'arrêtent plus non plus. Bah voilà, si les trains s'arrêtaient de nouveau, les trains s'arrêtent plus non plus. Ça ne peut pas avoir que par Ah oui, ils ont moins de relief. Nous, on descend en vélo et on remonte en vélo au domaine, il fait bien. C'est quand même moins d'un effort. En tandem. Non, mais c'est tout ça pour dire que parmi les préoccupations du rassemblement des citoyens, les transports en commun sont très haut placés dans les priorités. Et trop placés en montagne. Donc, moi j'habite à la Combe de Lancey, il n'y en a carrément pas. Oui. C'est un trou perdu. Que tu achètes. Voilà, mais nous souhaitons inverser la tendance de dégringolade des subventions et des financements de transport en commun, qui est compensée par une augmentation des financements des routes. Oui, voilà. Les ronds-points. Et les ronds-points, oui. Ah oui, les ronds-points. Si j'ai bien compris, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros qui sont passés de l'un à l'autre, ou de 30 millions, enfin en tout, le différentiel est 30 millions. Quand on dit que le bassin grenoblois dépasse le seuil de pollution, la vallée, on n'est pas loin. Hein. On est pas loin souvent, quand il n'y a plus de vent. Donc il faut aussi que les collectivités prennent en considération cette production de CO2 et compagnie, parce que ça rentre dans les coûts, quoi. Parce que si on parle que de la rentabilité en fonction du besoin, voilà, forcément on n'y arrivera pas. Il faut considérer cette notion de production
On le voit, le voile blanc. Oui, il y a un problème de ici. Non, mais maintenant les études disent, hein, si on veut avoir un air correct, il faut monter à plus de 1000 mètres. C'est bon, il faut monter à plus de 1000 mètres. C'est pas grâce à 1000 mètres d'altitude. Et encore, ça dépend des polluants, parce qu'il y a des polluants qui... Nos candidats sont... Mais on voit, ça se fait plus loin. Mais c'est vrai que la préoccupation, elle n'est pas seulement le confort du passager. Dans le confort du passager, il y a aussi sa santé à plus long terme. Quand on parle de transition, on sait bien que d'une part, même si on nous fait miroiter des gaz de schiste qui vont nous sauver la vie, soi-disant, on a le pétrole qui arrive en fin de vie. C'est plus, faut se déshabituer du pétrole et de notre civilisation pétrolière, et le réchauffement climatique nous arrive droit dessus aussi. C'est des préoccupations sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse, et quand on parle de transport, il faut les avoir en tête, c'est sûr. Ouais, en même temps, pardon, objectivement, c'est vrai que la montagne, enfin notre commune sans véhicule personnel, c'est difficile. C'est clair. Même si on fait tous les efforts possibles. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il y a encore des gens qui n'ont pas de voiture. Dans toutes les communes, on en trouve, je ne connais pas chez vous, mais... il y a aussi des gens il y a des gens qui ne peuvent plus conduire. Oui, il faut maintenir à domicile. C'est quand même une préoccupation qu'il faut garder à l'esprit. Mais après, c'est aussi des fois une autre manière de travailler à laquelle il faut penser. Parce que finalement, que ce soit au transport en commun ou véhicule, ça génère quand même de la pollution. Et c'est vrai que, je sais pas, je pense que les jours de pic de pollution, on pourrait imaginer aussi de faciliter le télétravail, ce genre de choses, en invitant les gens à rester chez eux. Il faut le permettre, il faut la fibre. C'est pour ça que je voulais mettre en cohésion l'équipement en termes de débit, de façon à pouvoir permettre effectivement de développer le télétravail. Parce que et réfléchir sur ce que dit cet aménagement du territoire. Le réseau téléphonique pour développer le télétravail, on est mal barré. L'aberration actuellement, des zones d'activité. Là aussi, le FANA, la communauté des zones d'activité. Chacun veut la sienne. Ça commence à bien faire. Il faut mettre quoi des logistiques, parce que c'est ça qui remplit. Vous avez vu, la dernière, c'est une grosse logistique. Là. On a le Lidl. Voilà, il y a Lidl à Pontcharrat, et là sur 300 camions par jour. La Grande Île. Vous avez vu le énorme bâtiment, c'est un truc de logistique. Et demain, on se dit, mais si les camions ne roulent plus demain, qu'est-ce que ça va devenir? Et la terre agricole, elle ne repasse pas cultivable quand on a fait ça. Et en plus, on en aura besoin. Enfin, au Versou, on a plus de 10 hectares qui sont en friche industrielle. Voilà. Mais seulement on en crée encore un. Ça fait encore un peu plus. Ça, c'est une honte. C'est vrai que c'est pas une problématique spécifique à la montagne. Voilà, c'est autre chose. On respecte chacun ses... Et juste, on parlait d'énergie, donc il y a la question de l'habitat aussi, les économies d'énergie dans les nouvelles constructions et dans les rénovations. Et c'est important de le prendre en compte, sachant que le département a une compétence pour le plan départemental, plan énergie et climat. Voilà, énergie-climat, donc ça c'est important. Ça, il peut inciter fortement à tout ce qui est rénovation du bâtiment. Et en montagne, c'est d'autant plus crucial parce qu'il fait plus froid. Alors là, vous avez en plus... la version thermique. En plus, si la station a 40 ans, j'imagine que les bâtiments doivent être vraiment... sacré état. C'est chauffé quand même. Électrique. Si c'était chauffé électrique et bien isolé, déjà on peut avoir un peu moins fort, mais... Est-ce que vous vous retrouvez dans la même problématique que Champs-Rousse, où en fait il y a des anciens immeubles qui sont moins utilisés ou moins loués, quitte à construire des nouveaux et d'essayer de rénover les anciens? Vous n'avez pas ce problème? Si. Alors c'est de la propriété privée, donc c'est vrai que... Alors ils ne sont pas sous forme de résidence touristique, il n'y a pas eu de bail à construction, c'est les résidences touristiques, vous connaissez le principe, c'est défiscalisé d'ailleurs, c'est ça qui a créé un peu de problème.
vous ne, pendant 19 ans, vous n'êtes pas vous êtes propriétaire de votre appartement, mais vous le confiez à un gestionnaire et vous avez droit à 15 jours, 3 semaines dans l'année. Le reste du temps, vous déduisez des impôts, etc. Nous, on n'a pas ça, c'est la pleine propriété. Donc, ce sont des personnes qui ont une résidence secondaire. Voilà. Donc, du coup, ils l'occupent. On ne peut pas dire non plus que... vous voyez, de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est des affaires qui s'arrangent dans la famille. Il y a des enfants qui viennent, il y a des grands-parents qui viennent à l'air pur. Moi, je trouve que des fois, on tire là-dessus, le boulet rouge sur c'est livide, parce que, alors effectivement, les taxes de séjour, il n'y en a pas sur les recettes. Mais ils payent leurs impôts et c'est à peu près occupé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas des bâtiments vides en fait. Ah non, voilà. Enfin bon, il y en a vide, il y en a vide, parce que quand on habite Paris, c'est ça. Oui, mais en pleine saison, c'est... Ah ben oui, pendant les vacances scolaires, c'est tout occupé. Et l'investissement, du coup je continue, l'investissement que vous faites dans la station, vous êtes le seul à le faire ou vous avez quand même dans une société de remonter tout ça? C'est-à-dire que les investissements que vous faites sont assez conséquents pour tout retomber dans la... C'est tout public maintenant. Après toutes les péripéties du privé qui a fait faillite, etc., le département qui est parti, maintenant c'est tout communal, intercommunal. C'est un syndicat mixte qui gère donc la station et il est autonome comme une commune, quoi. Alors il touche des subventions, on peut faire appel à des subventions, des programmes de contrat, mais c'est une unité économique à part entière, ce qui est public. Voilà. Il y a la gestion, alors qui elle s'apparente à du privé, c'est une SEM, c'est pareil, hein, c'est pas des... Le personnel de la montée mécanique, par exemple, n'est pas fonction territoriale, hein, c'est de type privé, mais les risques sont publics. Tout est public. Sauf le promoteur qui vient construire, qui lui vend. Bon, après, il y a des propriétaires qui ont acheté, qui payent les taxes afférentes à l'achat, l'électricité, etc. Mais c'est une unité à part entière. Alors c'est vrai qu'il y a une poursuite, c'est là la question, la poursuite des lits. Beaucoup de stations continuent à faire des lits, parce que c'est une forme d'équilibre. À un moment, alors bien sûr, après se posent les problèmes une fois les 10 ans passés, des résidences touristiques surtout, mais une fois les 10 ans passés, après c'est plus occupé, donc c'est pas bien. Mais jusqu'à présent, ça se tasse, hein. Il y a quand même moins de projets qu'avant. On entend beaucoup moins parler. C'est les grosses stations qui font encore quelques projets. Est-ce qu'il y a une problématique santé là sur on vous disait qu'on n'était pas si loin de la vallée que ça, mais est-ce qu'il y a... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les habitants? Problème de santé. Il y a le médecin. Il y a un médecin de Porte-Coutel qui est bien pratique. Voilà, on a un médecin, on a la chance, on a un médecin sur Porte-Coutel. Là, il est là, C'est un urgentiste. Urgentiste. Donc il est plutôt spécialisé dans la traumato, mais il y a un médecin. Il se débrouille bien. Mais que l'été, hein, Nathalie, que l'hiver, pardon. Cabinet médical. Oui, il a... Pour être passé à côté, oui, il est bien. Il est bien utilisé. Que l'hiver. Un malgache. Il y a une maison de santé à Brignoux, je crois, maintenant, qui fait les urgences. Oui, maison de santé, une urgence. Il y a les pédiatres aussi de Crolles. Il y a un pôle de pédiatres aussi. Il y a une maison de santé sur... Il n'y a pas trop, enfin je ne sais pas comment vous ressentez, vous pensez qu'il y a des problèmes à ce niveau-là? On a la chance, quoi, la vallée dans 10 minutes, les scanners et compagnie, pour parler que de ça. Par contre, c'est l'organisation qui, si on parle de maison de santé, ça m'est arrivé donc je le sais, c'est que quand on a un problème après 23 heures, on tombe, c'est un désert médical. Ça a été dénoncé un désert médical parce qu'on est tenu, on tombe sur Michalon, on vous envoie une ambulance. Je dis non, je ne veux pas une ambulance. Je veux un médecin, mais c'est pas possible. Non. D'accord. Oui. Donc voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'organisation intercommunale. C'est un concombre. Ça, c'est le problème du statut de mettre des médecins. Voilà, c'est ça. Oui, il faut retournement c'est autre chose. Médecin de garde, une organisation. Ça discute. Parce qu'il ne faut pas qu'on atterrisse aux urgences. Mais voilà, c'est complètement ridicule. Un bras cassé, même. Oui. C'est ridicule ce qu'il fait.
Il y a un autre domaine qui a été un peu abordé par Jean-Pierre Chauny, c'était la problématique ou l'atout culturel en fait dans le tourisme, tu l'as évoqué en fait, et la question a été posée dernièrement par, je crois, c'était Colette, justement sur le festival, la portée en fait et le soutien que peut apporter le Conseil général à un festival comme celui de l'Arpenteur. Et donc, comment vous voyez la nécessité de maintenir une offre culturelle? Ça participe de l'extension de la saison? C'est un festival qui rencontre son public? Comment vous voyez les choses? Alors, d'abord au passage, vu que dans le programme, il y avait la suppression des aides comme ça, comment on les appelle? Des enveloppes. Des enveloppes. Des enveloppes. Les conseillers généraux à la libre... À la tête du client. Enfin bon. La discrétion Comme les sénateurs... C'est du paternalisme. Bien sûr, on discute déjà sur les réserves parlementaires, et là on s'amuse au niveau du Conseil général à faire ça. Bon, enfin, bon. Alors du coup, et puis on n'a jamais su, nous on ne sait par exemple pas sur le canton, on n'a jamais su qui touchait quoi. Ce qui est quand même... il y a des conseils généraux qui l'ont fait. Nous on n'en avait pas. Bon, ceci dit, pour ça, donc, alors cette oblique, la culture, il y a cette oblique, il y a déjà 2 personnes, 3 personnes maintenant, 2 personnes qui travaillent c'est une activité à part entière, quoi, sur la commune, donc c'est déjà, nous on compte par demi, par quart, mais c'est super. Alors après, sur cette aide, c'est vrai, je peux bien te poser la question, parce que par les temps qui courent, qui est touché dans la difficulté? Alors les communes le sont bien sûr directement, mais la culture, alors le plein feu, de plein feu. Là, je ne sais pas comment ça va se passer, donc on a vu, pour le festival du pastoralisme par exemple, la subvention du Conseil général est passée tout d'un coup à la moitié. Et là, il y a, là-dessus on peut en discuter, tiens, il y a une attitude qui consiste à penser que dès qu'on rentre dans le fonctionnement, on gaspille. Y compris le Conseil général avec cette politique-là. On ne finance que l'investissement. Mais le fonctionnement, on ne veut pas savoir. Alors que, par les temps qui courent, compte tenu de notre vie avec l'économie sociale et solidaire, qui dépend beaucoup de ça, et ce n'est pas une honte, parce que c'est presque des services que l'on fait. Au lieu d'avoir des services d'État, je pense à l'ADEF ou des services à la personne, comme ça, on remplace l'État quelque part. Donc c'est pas scandaleux de toucher, sauf qu'il faut le surveiller, il faut contrôler, et il faut évaluer. Il n'y a pas, on ne le fait pas ça. Donc, et on pourrait très bien... moi, le Conseil général donne des subventions sur le plan culturel, mais il ne contrôle pas la façon de parler, il contrôle de demander papier. Mais je veux dire, après, il y aurait un retour à faire au niveau de l'impact sur la cohérence après avec le département et autres. Donc on a l'impression, là, on est tous à la béquée, et puis on y va. C'est indispensable, mais il y a peut-être d'autres formules à trouver de fonctionnement. Mais là, c'est vrai, il faut le soulever, ce problème-là. Alors, il va se poser le problème de la compétence générale, quoi. La clause de compétence générale, si le département ne l'est plus, que ça reste avec la communauté, ou je sais pas. Il va falloir une communauté de communes un peu plus ouverte. On va reparler demain à Pochara, puisqu'on a le problème de la fermeture du Coléo, donc... potentiellement. Pour le village des adresses, c'est quand même une histoire importante, parce que la culture, elle a fait partie de son développement aussi. C'est vrai. Il faut rappeler aussi ça. Les adresses sont démarquées par un projet culturel, populaire, collectif, porté par le village, et qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 4 associations de théâtre dans la rue, 2 compagnies professionnelles, parce qu'on n'est pas dans un petit village. C'est vrai.